Five présente À l'écoute des détails, le podcast. Dur à la viole, je pense, c'est le son. En fait, comme on a 7 cordes, par rapport au violoncelle, ou en tout cas à toute la famille des violons, sur le chevalet, ça fait quand même... Bonjour à tous, bienvenue dans À l'écoute des détails. Chez Five, on aime les objets bien pensés. Et aujourd'hui, on vous parle d'un objet inattendu. C'est un instrument de musique, c'est la viole de gambe, un instrument très ancien, mais vivant, car nous recevons celle qui en joue merveilleusement, c'est Yerrine Lassalle. Bonjour Yerrine. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci de m'accueillir. On va dire à nos auditeurs qu'il faut absolument qu'ils attendent puisque tu vas nous jouer quelque chose à la fin de ce podcast. Tu sais déjà ce que tu veux nous jouer ? Alors oui, je pense que je vais vous interpréter une petite pièce de Marin Marais, donc qui est l'un des compositeurs phares pour la viole de gambe. Donc une petite pièce qui s'appelle Le Petit Badinage. Petit badinage. On est très impatients. On va commencer par les détails les plus importants de cet instrument. Si tu devais décrire en détail cet instrument à ceux qui ne l'ont jamais vu ni entendu, tu dirais quoi ? Alors, pour faire simple, la viole de gambe, c'est une famille d'instruments, à vrai dire, qui est une famille voisine, enfin cousine plutôt, de la famille des violons. Donc dans la famille des violons, on a le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse. Et donc dans la famille des viols de gambe, on a quasiment un équivalent. Donc le dessus de viol, le ténor de viol, la basse de viol, le violonnet, qui est donc la contrebasse de viol de gambe. Et donc c'est un instrument qui est un peu bizarroïde, parce que donc il y a plein de tailles et ça ressemble un petit peu à une grosse guitare. Donc on a 6 cordes, voire même 7 sur quelques modèles, et ça se tient entre les jambes. C'est un instrument donc à cordes frottées, donc avec un archet qu'on va tenir différemment de la tenue qu'on a dans la famille des violons. Et voilà, c'est un son très très résonnant. C'est assez doux, enrobant, rond. Voilà, c'est un instrument qu'on comparait beaucoup à la voix humaine. L'archet, tu dis, on le tient différemment parce qu'on va le tenir, je crois, la main... Par en dessous. En fait, c'est-à-dire que si je mime la famille des violons, on tient l'archet par le dessus. Et puis donc à la viole de gambe, on a un contact avec le crin. Donc l'archet, il y a des crins de chevaux qui permettent de frotter sur les cordes. Et nous, on a un contact sur le crin. Donc, c'est un peu comme si on tenait la baguette comme un crayon, en fait. Voilà. Ah oui, donc tu touches le crin ? Oui, on crochette le crin avec le majeur. On a l'annulaire qui est posé, qui ce qu'on fait pas du tout sur un... Pas du tout. Au violon, pas du tout. Jamais. Oui. Parfois, à la contrebasse, il y a une tenue qui est assez similaire, mais on le tient à la hausse. Donc, la hausse, c'est ce qui permet de... C'est un petit objet en bois qui relie le crin à la baguette et qui est tendu, qu'on peut tendre et détendre. Et à la contrebasse, dans certaines positions, on peut tenir à la hausse directement. Donc ça se rapproche un peu de la position de la viole. Je crois aussi que les cordes sont en boyau. Oui, ça c'est une spécificité des instruments anciens. En fait, les cordes en boyau, on les utilise jusqu'à la mi-19e siècle, en fait, donc c'est assez tardif. C'est des boyaux de mouton ou de bœuf, et elles sont pas toutes en boyau nu. Elles le peuvent, mais souvent les cordes graves, pour avoir plus de grain et plus de densité dans le son, on a des cordes en boyau qui sont filées, donc avec un filetage très très fin de métal. Et voilà, qui permettent d'avoir une corde un peu plus fine que si on avait du boyau nu et un son plus direct. Et au quotidien, ça nécessite un entretien, tout ça ? C'est un enfer. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Les détails de cet enfer, c'est quoi ? Tu dois l'accorder tout le temps ? Alors, c'est un instrument qui est très très sensible à l'hygrométrie et à la température. Donc en fait, ça se désaccorde tout le temps. Donc on est... D'un morceau sur l'autre, par exemple, c'est quand t'es en concert, tu dois réaccorder à chaque fois. Très souvent. Et donc le boyau, ça s'use très très vite. Ça dépend. Plus la corde est fine, plus elle va s'user vite en général. Et ça casse beaucoup. Et en fait, à la fin, c'est un budget monstrueux. Et cet entretien, tu le fais toi-même ? C'est-à-dire quand tu dois changer une corde, tu le fais ? Oui. Il y a des moments où tu dois aller chez un luthier pour... Oui, absolument. C'est pareil, comme c'est de la facture très, très fine et très délicate, il y a une petite pièce en bois, un petit cylindre en bois très léger qui s'appelle lame. C'est assez significatif dans l'idée de l'instrument. C'est ce qui permet à l'instrument de résonner complètement. C'est-à-dire c'est une pièce qu'on met à l'intérieur de la caisse de résonance et qui est placée à quelques centimètres ou parfois sous le chevalet, donc qui est cette petite pièce en bois sur laquelle les cordes passent et qui est légèrement arrondie, ce qui nous permet de jouer avec l'archet. Et donc cette petite pièce en bois dont je parlais à l'instant, qui s'appelle lame, comme c'est un bois très léger,
il module de taille des demi-millimètres près, mais assez régulièrement en fonction de s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il fait sec, s'il fait humide. Et en fonction, avec les vibrations, il y a des risques qu'elle bouge en fait. Et le luthier doit replacer ça. Voilà, exactement. Limite, il doit retailler dedans. Absolument, oui. Parfois, quand elle est trop gonflée, on est obligé de retailler. Et puis un jour, il va faire trop sec, donc elle va se rétracter. Et alors, du coup, il faut carrément changer l'âme parce que l'instrument sonne plus. Voilà, c'est une fois par an. Ça dépend. Parfois, ça tient beaucoup plus longtemps que ça. Mais tu l'emmènes en révision, quoi. Voilà, c'est ça. C'est facile de trouver un luthier? Alors, il y en a à Paris. On a assez plutôt pas trop mal lotis. Il y en a quand même plusieurs, dont notamment la luthière qui a fait l'un de mes instruments, donc je vais la voir assez régulièrement. Sinon, oui, on trouve... il y en a plusieurs. Ton instrument, il a été fait pour toi. Oui. C'est pas un instrument très ancien. Non. Tu connais des gens qui ont des instruments très anciens? Et oui. Ouais, j'ai des amis qui ont des instruments qui datent du XVIIIe siècle, ou voire même du XVIIe, ouais. Et là, comment ça se passe, tu vois, quand tu le transportes? Est-ce qu'il y a toujours une crainte? Mais là, ne serait-ce que le tien. Quand tu le transportes, il y a toujours cette crainte de... Oui. On a quand même des boîtes qui sont adaptées, qui protègent quand même assez bien l'instrument, qui l'isolent, voilà. Ça reste quand même un stress quotidien de se prendre une petite porte de métro. C'est déjà arrivé à une de mes amies qui passait un concours. Juste avant le concours, elle s'est prise les portes du métro et ça a fendu l'instrument en deux. Donc ça fait partie des risques du métier, on va dire. Donc on fait hyper attention à ça. Après, plus l'instrument a de la valeur, plus on est précautionneux aussi, j'imagine. Enfin, il y a une petite part de... On prend pas des risques inconsidérés avec des instruments comme ça, quoi. Il y a une particularité aussi sur l'instrument, c'est que en haut de l'instrument, il y a toujours une tête sculptée. Oui. Alors, la plupart du temps, et c'est vrai, ça fait un peu écho à ce que je disais au début, c'est que c'est un son... Enfin, c'est un instrument qui a un son... qui était particulièrement apprécié pour son son, parce qu'il se rapprochait beaucoup de la voix humaine. Et donc, en fait, cette tête, elle est là pour orner et pour illustrer cette qualité et cette spécificité sonore. Et tu l'as choisi, cette tête? Non. Ou c'est le luthier qui fait un peu... Alors, ça dépend. On peut demander des choses très précises. Après, moi, j'ai donné carte blanche. En fait, j'ai deux instruments. J'ai 2 basses de viol. À vrai dire, même 3. Mais souvent, c'est des instruments qui étaient... on a commencé à mettre des têtes dessus plutôt courant 17e siècle. Et c'est très caractéristique des violes françaises ou allemandes. Et donc, ça dépend. Il y a des luthiers qui préfèrent faire des copies de têtes originales, donc de modèles qui nous sont parvenus au fil des siècles. Ou alors, parfois, c'est freestyle absolu. Il n'y a rien de fantaisie, genre j'aime les lapins, j'ai mis une tête de lapin, quoi. Si, ça peut carrément. J'ai une amie qui a une tête en forme d'escargot. Tu vois. C'est un choix. Voilà. Non, mais ça peut carrément, ouais. Tu commences l'instrument à l'âge de 5 ans. Oui. Est-ce que tu t'en souviens de ces premiers moments avec l'instrument? Absolument. Je me souviens surtout du moment où j'ai découvert la viole. Parce qu'on s'imagine, tu vois, à 5 ans, faut qu'il y ait un élément déclencheur. Est-ce que tu y es allée toute seule ou il y a les parents derrière qui sont un peu passionnés, qui sont peut-être musiciens, qui poussent un peu vers ça, ou comment? Ou tu choisis toi-même l'instrument? Alors, c'est moi qui ai choisi. À vrai dire, donc mes parents sont pas du tout musiciens, mais j'ai commencé le violon à l'âge de 2 ans. Je sais, petite transition, mais... Ah non, mais hyper importante quand même. 2 ans. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, mais énorme cliché asiatique. Voilà, ma mère m'a mise au violon. Et donc j'étais en éveil musical dans un conservatoire à Paris. Un cours pour les bébés, là. Tu tapes sur des xylophones. Mais ça, évidemment, à 2 ans, tu t'en souviens plus, tout ça? Non, là, en éveil musical, j'avais plutôt 4-5 ans. Ouais. Et donc, c'était une période où la viole de gambe n'était pas du tout populaire et ça courait pas les rues, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup dans les conservatoires. Et donc, on essayait de remettre ça au goût du jour. Et donc, mon premier professeur de viole de gambe était venu faire un peu une classe présentation, un peu de médiation dans ses cours d'éveil musicaux. Et là, coup de foudre. Et en fait, j'ai un souvenir hyper fort d'être restée assise à peut-être 2,50 m ou 3 mètres de la viole et puis d'être restée ébahie devant le son, la résonance, la beauté de l'instrument aussi, parce que c'est quand même... voilà, cette tête, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, ça a 7 cordes, c'est des cordes en boyau, c'est bizarre. Et voilà, et donc je suis rentrée chez moi et puis j'ai fait ma première crise de pré-ado à mes parents en disant que je voulais plus faire de violon et je voulais faire de la viole de gambe. Et ils connaissaient pas du tout. Et donc... c'est un peu moi qui les ai tirés dans ce monde-là, de la musique baroque, de la viole, tout ça. Ouais.
Et après, ils t'ont toujours accompagné? Et ouais, ça a été très continu. Bah, mon père est un mélomane infini. Il y a quand même une transmission quelque part. Bah, à vrai dire, oui et non. Enfin, je pense que c'est un peu par mon biais qu'il a commencé à écouter énormément de musique aussi classique, baroque. Mais c'est vrai qu'on a une collection qui est allée grandissante de CD et de vinyles. Donc, il y a une période de ma vie où ça a été plus son rêve que le mien que je devienne musicienne. Ma mère très mélomane aussi. Je pense qu'elle elle s'attendait plutôt à ce que j'aspire à des études beaucoup plus classiques. Mais, avec la passion à côté, faire de la musique. Voilà, c'est ça. C'était plus dans un premier temps, quelque chose de extrascolaire, ludique. Enfin voilà, une activité. Et tu te souviens à quel moment tu te dis, mais en vrai, non, je vais consacrer ma vie à ça? Ouais, et ben j'ai fait un petit faux pas. J'ai fait un faux départ après mon bac. J'ai fait du droit. Voilà, raté. Instant regret. Mais donc en fait j'ai fait 1 an et demi dans les pires conditions possibles parce qu'on était en Covid. J'ai pas vraiment eu de cours en présentiel. Et puis au milieu de ma 2e année de droit, je me dis en fait c'est pas possible quoi. Enfin, je venais de passer mon DEM, donc qui est le diplôme d'études musicales. C'est un peu l'équivalent du bac en fait en musique. Et ça a été un peu l'élément déclencheur, je pense, dans mon penchant musical. Ça m'a ouvert à plein de trucs. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Enfin, passé ce moment-là, je vivais, respirais, mangeais, buvais musique, quoi. Donc, Puis t'avais toutes ces années où tu commences très jeune, et puis ça représente combien d'heures de jeu, d'entraînement par semaine? Bah alors, je vais pas mentir. Moi, j'étais pas une grande bosseuse, à l'époque. Le talent suffit. Ouais, jusqu'à un certain point, et puis après on plafonne et on se dit c'est chiant. Je travaillais pas énormément, jusqu'à quand même les premières années, j'étais quand même bien suivie par mes parents qui me poussaient bien quand même à faire mes petites 15 minutes de viol de gambe par jour, voilà. Et puis à l'adolescence, évidemment, j'ai tout arrêté. Donc je travaillais à mon cours et c'était tout, et je travaillais pas du tout en dehors. Et puis pour la préparation du DEM, là, je me suis remis un petit coup de fouet et j'avais pas mal bossé. En fait, c'est en rebossant que je me suis aperçu que c'était quand même mieux que ce que je pensais. Et tu penses donc qu'il faut quand même une certaine maturité pour y revenir? On pense à tous ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être abandonné un instrument, et ça revient après en se disant il y a un manque. Est-ce que quand on se met à la musique, c'est pas un peu pour toujours, quoi? Ça dépend beaucoup. Je pense que ça dépend de chacun. J'ai des amis pour qui ça a été une évidence dès le début. Ils ont jamais lâché l'instrument. Ils ont été toujours extrêmement rigoureux dans leur travail. Est-ce que ça dépend pas de l'instrument aussi parfois? Je pense que quand on choisit son instrument, on a quand même plus de chances d'aller jusqu'au bout. En tout cas, en fonction du conservatoire dans lequel tu es aussi, parce que ça dépend beaucoup des infrastructures par lesquelles tu passes. Tu as des activités qui sont plus ou moins entraînantes, quoi. Il y a une caisse de résonance. Est-ce que ça aide aussi, tu vois, pour ceux qui n'ont jamais joué d'instrument? Moi, je pense par exemple à la guitare. Quand on l'a contre soi et qu'on joue, il y a quand même autre chose que la note entendue. Il y a une vibration. Ouais, carrément. Le corps est touché quand même physiquement. Il y a quelque chose. Est-ce que ça, tu penses que c'est important? Oui, je pense que ça joue quand même beaucoup. C'est assez jouissif de ressentir toutes ces vibrations-là. Encore faut-il réussir à faire sonner l'instrument comme il se doit. Mais si, il y a carrément un truc. Il y a un contact, il y a ce sentiment de faire qu'un avec l'instrument aussi. C'est assez unique, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux parents qui ont des jeunes enfants, qui sont peut-être passionnés ou qui doivent pousser à jouer de leur instrument, notamment les violons? Les instruments, comme tu dis, il faut savoir les faire sonner. Faut de l'autodiscipline, faut persévérer, c'est très dur. C'est hyper exigeant. Les instruments à cordes, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Peut-être avec les instruments à vent ou à hanche, par exemple, comme les. Donc tu penses qu'il faut une rigueur? Il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Tu es rigoureuse? Je suis assez rigoureuse. Je l'ai été beaucoup à un moment, beaucoup moins à un autre. Enfin, ça varie. Je veux dire, c'est un peu comme les humeurs. Mais si, il faut se faire un peu violence à des moments aussi. Il y a des moments où tu as l'impression d'être en lutte avec ton instrument complètement parce que justement, il fait moche. Et du coup, l'instrument a bougé, ça résonne pas comme tu as l'habitude. Ça t'arrive régulièrement, ça? Ah ouais, carrément. Ah, mais chaque jour est un jour différent. J'ai un instrument différent tous les jours entre les jambes. Donc c'est le même, et tu passes combien de temps par jour avec la viole? À jouer, à t'entraîner,
Ça dépend des périodes, ça dépend des échéances, mais T'as par un exemple, planning où tu peux te dire, bah là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle chaque jour à apprendre ta viole, ou tu le fais dans une rigueur de planning où t'as un concert dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois? disons que dans une période creuse où j'ai pas vraiment d'échéance spécifique, j'essaye de faire au moins 3 heures par jour. Quand même. Donc ça peut paraître énorme, ça peut ne pas paraître énorme, mais c'est une moyenne que j'essaye de m'appliquer vraiment du mieux que je peux. Mais par exemple pour l'entrée au concours, enfin le concours d'entrée au CNSM, qui est le Conservatoire national supérieur de Paris, ouais, j'ai travaillé 6 à 8 heures sur jour. l'instrument par jour. Ouais. Et là, comment on tient? Parce qu'à un moment, tu peux plus le voir en l'instrument, tu te dis non. Tu peux plus le voir en peinture, t'as mal physiquement, c'est extrêmement éprouvant. En fait, on est des sportifs de haut niveau et ça. C'est ça, on s'en rend pas compte de ça. Non, peu de gens se rendent compte de ce que ça représente physiquement aussi. C'est hyper éprouvant, tant d'un point de vue musculaire que même au niveau des sensations, dans les doigts, enfin parfois picotement. Et puis t'as la peau des doigts qui doit s'endurcir par rapport. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué un instrument, qu'on découvre qu'on a des doigts. Oui, absolument. Oui. Qu'on a des muscles et qu'il faut. Qu'on n'a pas forcément une dextérité par rapport à l'instrument, et quand on s'y met, on se dit ah oui, je ne savais pas qu'il pouvait être indépendant, qu'il fallait les bouger autant. Il y a carrément de ça. En fait, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de muscles dans les doigts. Par contre, on en a un peu dans la paume des mains et surtout beaucoup dans l'avant-bras. Et en général, quand on force beaucoup, c'est là que ça prend. En premier. Il y a viole de gambe, il y a gambe, les jambes. Ouais. Donc tu la tiens entre les jambes. Oui, absolument. Il n'y a pas le support. Il n'y a pas la pique. Il n'y a pas la pique, voilà. Ça fait partie aussi de. Par exemple, au violoncelle, du coup, là où il y a la pique, il y a quand même une posture qui est un tout petit peu plus. Enfin, qui te permet un peu plus de mobilité, quoi. Donc, quand tu joues. Parce que tu peux avoir les pieds vraiment bien à plat, les jambes qui font un peu un angle. T'es pas contracté pour. Enfin, il y a une tension, t'as plus de tension sur la viole que quand t'as la pique qui tient l'instrument, non? Disons, t'es pas censé. Normalement, t'es pas censé. En fait, la position du violiste, elle est souvent comparée à la position du danseur baroque. C'est-à-dire qu'on a une ouverture de hanche suffisante pour accueillir l'instrument. Faut pas contracter les jambes pour tenir l'instrument. En fait, elle est simplement posée sur les mollets. Mmh. Mais par contre, après, dans la pratique, il y a quand même un truc en termes de mobilité, tu peux pas te permettre de tant bouger qu'un violoncelliste ou un pianiste ou un violoniste qui serait debout, bien accroché à son instrument. Donc forcément, dans la contrainte, tu peux vite créer un petit peu de tension. Mmh. Et sauf que tension sur tension, d'un moment, sur 8 heures de boulot, tu les sens vraiment passer, quoi. Et tu disais, c'est quasiment comme les sportifs. Est-ce que toi, tu t'obliges à avoir une rigueur dans ton quotidien? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Ouch. Sujet sensible. Non, je suis hyper laxiste là-dessus. J'ai pas du tout d'activité sportive. Ça, c'est une catastrophe. Mais il faudrait que je me force. Je dis ça depuis 3 ans. Aller à la piscine, par exemple, qui est quand même ce qui est le plus complet. Mmh. T'es pas en mode mental comme un sportif, tu sais, qui organise tout autour de sa pratique. Non. C'est le côté musical, c'est le côté artiste aussi. Ça, on est un petit peu aussi. Mais c'est tellement peu ancré, comme on le disait tout à l'heure. En fait, les gens se rendent pas compte, mais nous non plus. En fait, on a quand même parfois tendance à oublier qu'on met notre corps à rude épreuve comme ça. Mais oui, enfin, il faudrait que j'essaie de m'étirer un maximum quand même avant de jouer, après avoir joué. Histoire de pas cumuler des tensions et faire chauffer les muscles trop intensément, trop vite. Mais c'est à peu près le seul truc que je m'autorise à faire, si tu veux. C'est pas top. Avant de t'écouter, avant d'aller dans les histoires de ton quotidien avec la viole, on va faire le jeu des détails. Ok. Je te pose des petites questions. Tu as 2 choix, l'un ou l'autre. Tu peux le justifier ou pas, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Ok, je peux dire les deux aussi ou Tu peux dire les deux. Ou aucun des deux. ça marche. Ok, ça marche. Top. Si je te dis silence ou résonance? Tu veux dire genre après avoir fini de jouer? Ouais, d'accord. Ok, on est comme ça. Résonance. Rigueur ou sensibilité? Bon, les deux. Ouais. Il faut les deux. Pour moi, c'est indissociable. Ouais. Ça démarre par la sensibilité et ça se contient dans la rigueur? Bah moi, ça a été l'inverse. Ça a été rigueur avant tout et puis ensuite sensibilité. C'est ce qui t'a fait revenir? Ouais, carrément, je pense.
Corde pincée ou corde frottée? Bah, frotter. Des os. Qui me frottait. Improviser ou interpréter? Moi, je suis team interpréter. Je sais pas improviser. C'est pour ça. C'est pas... Rock ou baroque? Bah, dans baroque, il y a rock. Donc, voilà. Ton morceau de la honte. Celui que t'écoutes, qui est complètement loin de ton univers, et que t'avoues jamais. Qui est dans ta playlist. Et il peut ne pas en avoir. Hein. Ben, je suis pas sûre. Hein. Non, que du bon. Ouais. C'est vrai. En tout cas, pas de truc que j'assume pas, quoi. On va revenir sur l'histoire de la viole de gambe. C'est un instrument qui a plus de 500 ans. Ouais. Est-ce que quand tu en joues, est-ce que toi, dans ton quotidien, tu t'intéresses aussi à l'histoire de cet instrument, à ceux qui l'ont fabriqué, à ceux qui ont composé pour cet instrument? Alors, j'avoue que je suis pas, je fais pas partie de ceux qui creusent le plus loin, mais je devrais. Après, c'est vrai que c'est un instrument qui est quand même tombé aux oubliettes à la Révolution française. L'arrêt, il est assez net. C'était l'instrument préféré de Louis XIV. Absolument. Voilà. Absolument. Mais du coup, très connoté royalisme. Donc, à la Révolution française, il y a eu un gros rejet de toutes ces pratiques-là. Ouais, qui rappelait l'ancien régime, quoi. Absolument. Et s'il y a quelques instruments qui nous sont parvenus, soit c'est des instruments qui étaient cachés, soit c'est des instruments qui étaient très très ornés. Je pense notamment par exemple au clavecin. Clavecin, pareil, full extrêmement connoté, ancien régime. Mais c'était des instruments qui étaient tellement riches en décoration et tellement beaux qu'il y en a quelques-uns qui nous sont parvenus encore aujourd'hui. Après, l'origine de la viole, elle reste quand même assez floue. En fait, on pense que ça vient plutôt de la viole à archet, en fait. Donc, pour la musique vraiment Renaissance. Il y a une école française de la viole? Est-ce qu'il y a une école française de la viole? Ça, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Bah alors, à l'époque, oui, il y avait quand même il y a eu quand même une flopée de compositeurs pour la viole. Pour la basse de viole, notamment. C'était l'instrument pour lequel il fallait composer. C'était, en tout cas, l'instrument le plus adapté à un répertoire solo. Donc, qui en découle tout le répertoire qui va avec. Donc, oui, il y a eu beaucoup de grands noms. Ça a été un vrai instrument. Mais du coup, comme cet instrument a un peu disparu au cours du XVIIIe siècle, la redécouverte est encore très verte par rapport à, par exemple, au violoncelle. Il y a quand même une évolution continue quand même au fil des années. Les écoles, si tu veux, d'interprétation, etc., elles ont évolué avec aussi l'instrument. L'organologie, donc la facture de l'instrument a beaucoup évolué aussi au fil du temps avec le répertoire. Donc il y a un peu tout un pêle-mêle de paramètres qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une école distincte, je crois, de violoncelle par rapport en Russie, par rapport en Allemagne. Là où la viole, c'est quand même toujours un tout petit peu plus flou, quoi. Il y a eu un peu ce grand pionnier, Jordi Savall, aux côtés de Wieland Keuken, qui ont été deux grands interprètes de la viole, qui ont permis de faire redécouvrir cet instrument-là. Ça vient d'un monde, tu sais, avant la technologie, pas d'amplification, pas d'électricité. Est-ce que pendant longtemps, tu t'es dit que tu jouais d'un instrument un peu secret? Secret, c'est pas un instrument qui porte beaucoup. Donc il y a un peu le truc c'est forcément quelque chose de très intime. T'en retrouves en musique de chambre, en solo. Après, dans les orchestres, par exemple, c'est un autre job, quoi. C'est pas du tout le même métier. Ouais. T'accompagnes un ensemble, c'est plus du tout. Ouais, c'est ça. Dans la musique vocale, on est souvent attitré au rôle de continuo. Donc, c'est-à-dire alors le continuo, c'est par exemple, si on prend les opéras baroques, il y a toujours plein de chanteurs, il y a un chœur. Et puis, il y a des solistes. Ouais. Et les solistes, ils ont des airs, donc un truc très mélodique, qui raconte une petite histoire. Et sinon, il y a aussi les récits. Et, les récits, comme le nom l'indique, en fait, c'est des moments de déclamation qui sont en musique, évidemment. Mais là où il va y avoir beaucoup de dialogues, même parfois ça va mêler plusieurs, ça va être des grandes embrouilles dans des scènes. Voilà. Et en fait, ces petits moments-là, de récits et d'air, ils sont accompagnés souvent par un petit groupe d'instruments de basse. Donc le groupe classique, c'est le clavecin, qui est un peu l'ancêtre du piano, si tu veux. Le théorbe,
Ça, c'est pareil, c'est inconnu au bataillon, mais fabuleux. Mais incroyable. Ouais. C'est l'un des plus beaux instruments sur Terre. C'est magnifique. Et donc, pareil, c'est un instrument, ça ressemble un peu à une guitare, ça a 14 cordes. Énorme, tu vois. Et puis, ça sert à réaliser beaucoup d'accords. Et une basse d'archet. Donc, en France, il y avait la basse de violon, qui est en gros un peu le grand frère du violoncelle, mais beaucoup plus petit que la contrebasse, ou la viole. Et on se partage ces moments d'accompagnement. Voilà. Et donc, là, on n'est pas du tout sur une pratique solo, où on joue des tonnes de notes, des accords, etc. Mais plutôt des notes très spontanées qui permettent d'appuyer les chanteurs, donner l'harmonie aux chanteurs, ce qui va leur permettre de garder leur ligne musicale, vocale derrière, quoi. Et tu préfères jouer en solo ou avec un ensemble ? Moi, avec un ensemble. 100%. Les raisons ? Tu préfères être entouré ? Ouais, tu préfères, les gens. Franchement, les gens, la musique. Est-ce que l'instrument a une place à lui chez toi, ou il est dans un coin, dans son étui, ou est-ce que il a son petit endroit à lui ? Bah alors, moi, j'ai la chance de crouler un peu sous les instruments. T'en as beaucoup ? J'en ai beaucoup, ouais. Beaucoup de viols, ou tu veux dire d'instruments différents ? Beaucoup de viols. Combien ? J'ai 3 basses de viol, Ouais. un ténor, un dessus. Tout ça fait par le luthier, là ? Pas le même luthier. Non, D'accord. il y a une basse qui est de cette luthière-là, qui habite à Paris. Sinon, j'ai 2 instruments d'un luthier belge, un instrument d'un luthier italien, milanais, et un instrument d'un luthier français aussi, mais qui habite pas forcément à Paris, qui vient un peu. Et ça t'offre des voyages quand tu commandes un instrument en Italie, par exemple, t'es obligé d'y aller. Ouais. C'est pas le luthier qui vient, c'est toi qui y vas. Ah oui, non, c'est nous qui nous déplaçons. Ça prend combien de temps pour faire une viole ? Alors, en soi, la conception même de l'instrument, c'est quelques mois. C'est entre 3 et 5 mois, à peu près. Parfois, ça va beaucoup plus vite, mais en général, c'est une moyenne comme ça. Par contre, ce qui varie beaucoup, c'est la liste de commandes qu'il y a pour le luthier. Donc, ah oui, ça veut dire quoi ? T'arrives sur... Il y a une pile de voilà, demandes, et toi, ça. c'est selon... Et toi, t'es passé en dessous du paquet, donc il faut que t'attendes. Et en fonction de la renommée du luthier, tu vas attendre entre 1 à 5 ans, quoi. Ah oui ? Oui, ça peut beaucoup varier. Ouais. Mais l'instrument ici, que j'ai pris aujourd'hui, je l'ai attendu 4 ans et demi. Ouais. Et comment ça se passe le jour où tu vas le chercher chez le luthier ? Ouais. Ça doit être, en termes d'émotion, en termes de patience et tout, ça doit être énorme. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était qui a investi beaucoup de temps et aussi, du coup, un peu d'argent dans ma pratique musicale. Et donc, en fait, il a commandé ces instruments-là quand j'étais assez jeune. Donc, Ah, tu veux dire qu'il a anticipé Ouais. Et c'est arrivé comme des surprises ou pas ? Non. On y était allés ensemble. Ah bah non, quand même. Bon, écoute, on va à Milan ce week-end. C'est ça, surprise. Non, mais donc en fait, l'attente, elle était présente, évidemment. Il te le dit dès le départ ou pas ? Oui, bien sûr. En fait, on y allait ensemble, on a plus ou moins choisi le modèle ensemble. On a discuté avec la luthière, mais après, moi j'étais là, j'assistais au truc. J'étais en âge de parler, mais j'avais pas beaucoup de. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais non plus à ce moment-là, quoi. Et ça veut dire que ça crée quand même une relation à l'instrument qui est particulière. C'est une relation particulière, c'est ton instrument, quoi. Ouais, c'est un peu. Oui, absolument. Et puis l'instrument, quand il est neuf, il se façonne à ta façon de jouer aussi. On dit pas qu'il est vert. Enfin, si, c'est ça, exactement. C'est comme le bois, en fait. Oui, exactement. C'est en effet le bois va travailler en fonction de comment tu vas le mettre en résonance. Ça met combien de temps ça pour l'avoir à ta main ? Ça dépend beaucoup du modèle, ça dépend de beaucoup de choses aussi, de plein d'autres choses. Mais par exemple, pour le modèle que j'ai pris aujourd'hui, c'est un instrument très capricieux. Il a sa petite personnalité. Voilà, absolument. La spécificité de ce modèle-là, c'est qu'il a un dos bombé. En fait, pour la viole de gambe, en général, c'est un fond plat. Ouais. Et celui-là, c'est un modèle allemand. Et donc, il a le dos bombé. Et un peu à la façon des violoncelles. Et c'est des instruments qui mettent une éternité à se faire. Et c'est un peu un cauchemar. Et quel est le choix pour dos bombé ou dos plat ? Ça dépend, ça a une différence très distincte de son. Ah ouais, donc c'est vraiment l'esthétique. C'est vers la sonorité, quoi. Ouais, c'est absolument. Vraiment, oui, c'est pas plus d'un point de vue esthétique physique, mais plus d'un point de vue esthétique sonore.
C'est le Do bombé. En fait, ça va du coup se rapprocher un petit peu du son du violoncelle, un truc très droit, très perçant, très clair. Là où le cliché, c'est pas le bon terme, mais l'esthétique française, par exemple, des fonds plats, c'est des instruments qui donc sont très ronds, très résonnants, un peu sombres, quoi. Ça va un peu avec le style de la musique, si tu veux. Ouais. Les violes allemandes, pour interpréter des sonates de Bach, par exemple, qui sont des sonates qu'on interprète avec clavecin, mais où il y a beaucoup de musique. Ce répertoire-là, il y a une cohérence. C'est un son qui va passer tout droit, qui est assez direct, quoi. Tu connais les matières, tu choisis les matières quand tu es avec le luthier? C'est quel bois? J'ai plus souvenir. C'est du bois d'harmonie. De l'épicéa, de l'érable. Mais il y a de l'ébène aussi pour la touche. Donc là, on... Les frettes, alors pour ceux qui n'ont pas d'instrument, les frettes sont comme des touches en fait sur le manche, comme vous pouvez les retrouver sur les guitares. D'ailleurs, la viole, c'est une typicité de la viole aussi. Sur les autres instruments, il n'y a pas de frettes. En fait, on est très proche de la famille des luths. C'est ça, ouais. Et il me semblait avoir lu que les frettes avant étaient faites avec des cordes anciennes, des boyaux anciens. Ouais, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas? Ouais, on le fait toujours. Ouais. Et ça, c'est toi qui le fais en termes de réglage et tout? Ouais. Ah ouais, c'est fou parce qu'au-delà de la pratique, là, tu vas dans tous les détails de l'instrument, quoi. Oui. Je trouve que c'est ce qu'il y a de formidable, quoi, aussi, de pouvoir avoir un petit côté manutention direct avec l'instrument. Je trouve ça trop chouette. On s'échange quoi comme conseil entre gambistes? Plein de trucs, tellement de trucs. Ouais. Le truc le plus dur à la viole, je pense, c'est le son. Ouais. C'est parce que, en fait, comme on a 7 cordes, par rapport au violoncelle, ou en tout cas à toute la famille des violons, sur le chevalet, ça fait quand même... Il y a beaucoup, quoi. Donc, en fait, la marge de manœuvre, elle se joue à un cheveu à peine. Si t'écrases trop, tu vas toucher les cordes qui sont à côté. Et donc, il y a tout un truc de précision. C'est beaucoup plus ample, parce que t'as plus de cordes, donc il faut... Oui, alors il y a de l'engagement beaucoup dans le... Donc, il y a une position à adapter, voilà. Mais donc on va beaucoup parler. En tout cas, moi, c'est un truc que je mets souvent sur le tapis. Mais c'est comment tu fais pour avoir une netteté, une précision dans l'attaque. Donc quand tu poses l'archet sur les cordes et que tu décoches le son, sans avoir un instrument qui va crier ou qui va s'étouffer lui-même, quoi. Et il y a tout un truc du coup, tu mets en place la vitesse d'archet, le poids que tu mets sur l'archet, sur les cordes. C'est des années de réglage, ça, non? C'est interminable. Le contraste entre ta jeunesse et l'âge de l'instrument, qu'est-ce qu'en disent ton entourage, les gens de ton âge? Difficile à dire parce qu'en fait aujourd'hui je suis entourée quasiment uniquement que de musiciens, ouais. Essentiellement, ouais. T'as personne d'extérieur qui a un regard. En même temps, c'est normal entre guillemets puisque tu passes ta vie à faire ça, donc tu as forcément des gens qui passent aussi leur vie à jouer. C'est un petit huis clos, ouais. Bon, il y a toujours ce grand questionnement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est quoi ça? Puis en fait, voilà, ça reste un instrument. Finalement, en fait, ça reste un instrument de musique comme un autre. J'ai l'impression pour les gens qui s'y intéressent pas trop, c'est elle fait de la musique. Elle fait de la musique classique, quoi. Ouais, peu importe. Après, il y a une petite part on explique un peu ce que c'est que la musique baroque, etc. C'est quand même un répertoire particulier. Ceux qui ont eu la curiosité de venir m'écouter en concert, en général, ça plaît. Ouais. Mais aussi parce que souvent les lieux vont avec. Hein. C'est quand même. Oui, tu joues pas dans un abribus, quoi. C'est toujours des lieux d'exception. En général, ouais. Moi, j'ai beaucoup joué à Versailles, par exemple. En général, voilà. Tu remets l'instrument dans le contexte, en fait. Exactement, absolument. Donc, c'est quoi le plus bel endroit dans lequel tu as joué, selon toi, hein? Je pense que la chapelle royale du château de Versailles, ça reste une claque énorme. Voilà. Il y a des endroits dans lesquels tu rêves d'aller jouer? Pas spécialement. On a une vie, on nous emmène d'église en église ou de grosses salles de concert en grosses salles de concert. Donc, le meilleur endroit pour jouer de la viole? Ou pour l'écouter? Une petite église. Une petite chapelle. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. En termes de résonance, en termes de résonance, ouais. Pas un trop grand public. Ouais. C'est un instrument, c'est intime, tu le disais tout à l'heure, il faut être près de l'instrument. Ouais, ou alors un petit salon d'un hôtel particulier, du 17e ou du 18e. Est-ce que ça t'arrive de faire genre des bœufs chez toi avec des copains qui font de la musique et chacun prend son instrument et... des petites jams, sessions déchiffrage comme ça, ça arrive plusieurs fois. Ouais. Est-ce que parfois,
ça vous arrive de jouer des trucs hyper contemporains ou faire s'amuser à rejouer un truc hyper pop, par exemple, mais avec la viole, quoi? Pop, Peut-être pas. alors, Ouais. à vrai dire, si quand même, petite anecdote assez fun, mon tout premier professeur nous avait concocté des petits arrangements de tango Ah, ok. de Piazzolla, ou alors carrément truc des... Attends, c'était quoi? Je sais plus, des Beatles Donc, ou des Rolling Piazzolla, Stones. accordéon plutôt, hein. Oui, Voilà. oui, bah ouais. Mais en Ouais. tango. Oui, c'est ça, en Et tango. les Beatles. Et ouais, des Beatles Top. ou des Rolling Stones, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était très rigolo. La musique, c'est un monde de rigueur, c'est un monde plutôt de mathématiques, assez carré, pour tout ce que tu as à faire au quotidien. Nous, chez Five, on aime ça, on aime cette organisation qui nous offre de la liberté. Est-ce que toi, tu t'organises en fonction de tout ça? Est-ce que tu as un planning bien défini? Est-ce que tu essaies d'être carré au quotidien? Oui, donc mon quotidien est quand même rythmé d'une part par les concerts professionnels et d'autre part par les cours au CNSM. Donc il y a quand même un truc de quand mon prof est là, quand ma prof est là, il faut que je ramène quand même du répertoire solo. Donc ça se déchiffre pas. Il faut que j'ai travaillé en amont beaucoup. Ce qui demande le plus de boulot dans la vie, c'est quand même le solo, quoi. Et donc c'est un peu pour ça aussi que je m'impose dans la mesure du possible 3 heures quotidiennes quand j'ai pas d'autre chose en parallèle, quoi. Tu vas les placer où dans la journée, ces 3 heures? Ça va être plutôt le matin, plutôt... Non, c'est très aléatoire. T'es pas arrêté? Non. Vers 23h44. Alors ça peut m'arriver. Ça peut carrément... Le conservatoire ferme à 23h. Donc il y a des fois où je me fais des sessions plutôt nocturnes. Tu joues exclusivement au conservatoire ou tu joues chez toi aussi? Alors, j'ai la possibilité de jouer chez moi, mais j'aime pas particulièrement ça. Les voisins, y a pas de... Non, c'est pas tant un problème de voisinage, mais c'est plus pour mon autodiscipline, quoi. J'ai besoin d'être dans un box qui sonne horrible, entouré de gens qui travaillent des concertos pour être productif, si tu veux. Mais en fait, ça varie beaucoup. On est quand même beaucoup au CNSM, et donc on a un système de réservation de studio. Donc c'est un peu premier arrivé, premier servi, quoi. Mais en général, je préfère plutôt travailler l'après-midi. Est-ce que quand tu vas vers un concert comme ça, tu as des petits rituels à toi comme ont beaucoup les musiciens, les interprètes? Est-ce que tu as des petits, je sais pas, même des petits gris-gris, une façon de faire les choses? Pas trop. Pas trop, non. Je prends comme ça vient. Ouais, enfin, les répétitions, c'est en amont, c'est ce qui permet un peu de se mettre dans le bain. T'as pas un petit objet qui te suit avec toi, qui est dans ton étui, sur le même? Pas trop. S'il y a un truc, que je fais uniquement pour les concerts, c'est de me maquiller. Et ça, c'est un truc quand même. Où c'est un peu le moment où je me dis, ok, là, c'est le moment où je deviens la personne qui est sur scène, quoi. Ouais. Ça permet un peu de dissocier le tout. Il y a aussi forcément revêtir son habit de concert. C'est tu portes pas le deuil tous les jours, heureusement, parce qu'on est quand même full en noir. Ouais. Donc c'est un peu les deux trucs qui me permettent de scinder la vie de tous les jours de moi, jeune étudiante et jeune professionnelle dans le travail quotidien, et puis le moment où je suis à l'instant T sur la scène, quoi. Moi, j'adore écouter de la musique. Je pense qu'on est plusieurs à écouter de la musique en faisant des activités du quotidien, notamment le rangement. Absolument. Si tu devais conseiller un morceau de viole de gambe pour le rangement, t'as le temps de réfléchir, hein. Pas, ça dépend. Tu veux un truc dynamique ou tu veux plutôt dynamique? Ouais. Entraînant. De viol, vraiment viol? Ouais. Franchement, des trucs qui pètent comme ça, faut écouter du Fort Carré. Hein. Ok. Non, mais parce que moi, je m'arrête qu'à Marin-Marais et à Sainte-Colombe. Hein, donc, je suis branché Folie d'Espagne. Ah oui, d'accord. Mais il faut avoir... On va noter toutes ces références-là. Merci beaucoup, Yerine. Merci à toi. Tu restes avec nous pour un solo de viole de gambe. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute des détails. Chez Five, on pense qu'un quotidien bien organisé, des objets bien pensés, ça vous offre un espace de liberté. Et cette liberté ne serait pas totale si elle n'est pas accompagnée de musique. C'est le moment de découvrir, peut-être pour vous, la viole de gambe avec quel morceau? Le petit badinage de Marin-Marais. Merci à vous. À très vite dans À l'écoute des détails.
À l'écoute des détails, le podcast à retrouver sur 5+.